En manchette cette semaine, nid de poule des citoyens s'impatientent, la réglementation sur les chiens dangereux revue à Gatineau et le Centre Action Génération des aînés offre une clinique d'impôt. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Bien que nous soyons encore en hiver, les routes n'échappent pas au phénomène des nids de poules. La rue Georges, dans le secteur Buckingham, est particulièrement affectée cette année et certains citoyens en ont eu marre et ont décidé de demander à la Ville, par son conseiller Martin Lajeunesse, d'agir au plus vite. Une pétition qui compte maintenant plus de 500 noms demande que les nids de poules soient colmatés et que la situation soit prise au sérieux par la Ville de Gatineau. Nous avons donc rencontré le principal interpellé dans cette histoire, Martin Lajeunesse, afin qu'il nous donne sa version des faits. D'emblée, M. Lajeunesse donne raison aux citoyens mécontents. On l'écoute. Ils ont raison. Ça n'a pas de bon sens. Là. La rue Georges, là, les trous qui sont là, c'est pas le niveau de service qu'on m'a mentionné là, cet automne, là, où est-ce qu'on m'a dit qu'on était pour mettre de l'emphase là, pour la correction là, des nids de poules, là, s'assurer qu'on n'aille pas. Ce que je dis aux citoyens, c'est que là, si vous avez une réclamation suite à un bris, là, c'est important de prendre des photos du trou, où est-ce que vous avez eu l'incident, tout ça, et vous avez un recours. Parce que c'est pas le niveau de service que les citoyens ont droit, là. M. Lajeunesse souligne également le fait que malgré une pétition, les citoyens doivent continuer de faire leur requête au 311, le service téléphonique pour toute demande concernant Gatineau. La pétition est importante, là, mais j'invite les citoyens à maintenir aussi, d'appeler. On a besoin quand même que vous appelez le 311 pour signaler les endroits où est-ce qu'il y a des nids de poules. La rue Georges, moi, là, la semaine passée, là, j'ai passé adresse par adresse. Là, j'avais plusieurs endroits où est-ce que j'ai signalé au service là, la localisation des nids de poules. Et on ne parle pas de petits nids de poules, on parle de nids de poules là, profonds. Alors, et j'ai constaté aussi ce matin, là, lundi, que les services sont passés pour colmater des trous. J'ai pas repassé m'assurer s'ils ont colmaté tous les trous, là, mais ils ont fait une grosse partie du travail. Quelques artères principales ont besoin d'amour, mais certaines, comme la rue Joseph, sont mises en priorité. Malgré que les citoyens demandent fortement à la Ville de s'occuper de la rue Georges, la rue Joseph sera refaite le plus tôt possible. Voici pourquoi. L'automne passé, j'avais demandé, là, j'avais lancé là, sur Facebook, est-ce que on change la priorité de Joseph à Georges? Et les services m'avaient mentionné qu'ils avaient déjà commencé à travailler sur les plans et devis de Joseph. Et aussi, j'ai eu des appels là, de citoyens qui ont des problèmes de refoulement d'égouts à la hauteur là, de Siri. Alors, on a besoin vraiment là, de faire la séparation des tuyaux sur Joseph. Alors, et les services avaient déjà commencé les plans et devis. Tandis que la rue Georges est maganée, est due pour être faite. Sauf qu'on doit changer aussi les tuyaux, mais on n'a pas de situation où est-ce que les résidents ont des refoulements d'égouts. Nous avons été sur les lieux afin de voir de nos yeux si le remplissage des nids de poules avait été effectué et aucune apparence de travaux récents n'a pu être constatée, autant sur la rue Georges que sur la rue Joseph. La Ville de Gatineau devra modifier son règlement concernant les chiens jugés potentiellement dangereux afin de s'arrimer avec celui de la province de Québec. Ainsi, la Ville ne pourra plus cibler une race de chiens en particulier, mais bien chaque individu ayant présenté un comportement agressif. Ceci apporte une charge de travail supplémentaire pour les équipes de la Ville affectées à l'évaluation des chiens. La conseillère Louise Boudria soulevait cette semaine en point de presse que la SPCA pourrait apporter son aide car elle a déjà une expertise en la matière et a également besoin de financement pour offrir des services. On écoute Mme Baudria sur le sujet. La SPCA en fait déjà lorsque nos services sont fermés. Alors, ils ont déjà l'expertise qui a été développée. Ils ont du personnel à plein temps. On s'entend qu'ils ont beaucoup de difficultés aussi à financer l'ensemble des services qu'ils offrent. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un échange entre la Ville et la SPCA qui permettrait de mieux les financer, mais qui en même temps offrirait un service à la Ville, service pour lequel on paye déjà? Alors moi, je pense qu'il y a une façon de réorganiser tout ça pour assurer qu'on soit en mesure de faire respecter le règlement, ce qu'on n'est pas capable de faire en ce moment.
Pour ceux qui craindraient une augmentation du nombre de morsures par des chiens jugés dangereux de par l'ancien règlement, Mme Boudria se fait rassurante car des dispositions sont prévues dans la nouvelle législation afin d'en empêcher l'occurrence. Encore une fois, Louise Boudria. C'est que vous regardez aussi au niveau du règlement maintenant, les muselières, tout ça, c'est exigé pour les chiens de plus de 20 kilos. Habituellement, les chiens dont on avait identifié dans notre règlement comme des chiens potentiellement dangereux ont plus de 20 kilos. Alors, il y a quand même une certaine sécurité à ce niveau-là qui est intéressante, là. Le protocole d'entente entre la SPCA et la Ville de Gatineau arrive à échéance cette année. Pour Mme Boudria, il serait idéal d'inclure des nouvelles tâches pour la SPCA afin d'aider la Ville à appliquer le règlement en vigueur. Alors, on a l'année pour négocier. Eux, ils sont déjà en train de travailler à une proposition, mais le début des négociations n'est pas fait. Alors, je pense que le timing est parfait pour ça. Le Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre, connu comme le CAGA, organise encore une fois cette année sa clinique de déclaration d'impôts. Pour une somme de 15 $, les personnes le désirant peuvent apporter leurs papiers et ainsi être aidées par l'équipe de 7 bénévoles. Cependant, il y a des critères bien précis pour être admissible à ce service. Nous avons rencontré Lise Bélan, coordonnatrice au service pour le CAGA, qui nous énumère la liste des prérequis. Avoir 55 ans et plus. Naturellement. Et pour les personnes seules, ils doivent avoir un revenu de 30 000 $ brut et moins. Et pour les couples, c'est 40 000 $ et moins. Cependant, même si vous entrez dans les prérequis, plusieurs situations peuvent vous rendre inadmissible à la clinique. Mme Bélan nous parle ici de la liste des exclusions. Propriété ou leur chalet durant l'année 2019. Les personnes étant impliquées dans une succession. Aussi, ceux qui ont fait faillite, les travailleurs autonomes, les personnes qui ont des revenus de location. Il y a beaucoup de crédits d'impôt disponibles et parfois certains peuvent en échapper. Selon Mme Bélan, près de 60 % des gens ignorent qu'ils ont droit à un crédit qu'ils ne connaissaient pas. L'équipe de bénévoles du CAGA prendra le temps avec les gens de réviser entièrement les programmes qui leur sont offerts afin de tirer le maximum de crédits applicables. En voici quelques-uns. De leur expliquer, on prend le temps de faire les impôts avec eux et aussi on leur demande s'ils ont tous les services qu'ils devraient avoir, s'ils ont la location logement, est-ce qu'ils ont reçu leur TPS, leur crédit d'impôt solidarité. Souvent, les personnes ne les ont pas reçus, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit, donc nous on fait toutes les recherches afin que cette personne-là puisse recevoir là, ces montants d'argent-là. Pour en connaître davantage sur la clinique d'impôt du Centre Action Génération des aînés, veuillez les contacter par téléphone au 819-281-4343, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, ou directement sur place au sous-sol du 390 avenue de Buckingham. C'était les nouvelles. Après la pause, on parle avec le maire de Tursault, Benoît Lauzon, sur l'avenir de l'usine Fortress. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. On en parle depuis maintenant plusieurs mois. De quoi va ressembler l'avenir de Fortress à Tursault? On en parle avec le maire, M. Benoît Lauzon. Bonjour, M. Lauzon. Bonjour. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs mois. On avait au départ parlé de 4 mois de fermeture. Maintenant, ça a un peu changé. On parle maintenant, à des meilleurs scénarios autour de septembre, octobre, donc pratiquement 1 an de fermeture. Et là, il y a des scénarios sur la table, mais on a vu certaines personnes, dont le ministre M. Lacombe, qui a dit « Oh, il ne faut pas s'énerver encore, c'est pas fait ». À quel point sont rendues les négociations maintenant avec les 2 ou 3 partenaires potentiels? Bien, on peut dire qu'il faut être extrêmement positif dans le dossier.
on sait qu'il y a eu 8 ou 9 visites à l'usine. Puis quand des gens prennent l'avion ou font énormément de millage pour venir visiter une usine, ils ne viennent pas juste pour la visiter, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt. C'est ce qu'on ne vivait pas en 2009 quand l'usine avait fermé. Il y avait un comité de relance qui a travaillé énormément fort parce qu'on était pendant un an qu'il n'y avait pas de preneur pour l'usine. Aujourd'hui, il y a des gens intéressés. Est-ce que des acheteurs? On ne peut pas dire que c'est encore des acheteurs. Par contre, ils ont dit pour qu'ils deviennent intéressés vraiment à l'usine de Fortress, ils nous ont dit ce qu'ils voulaient faire. Puis c'est ce qu'on travaille présentement. Et je sais bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur la table présentement? Est-ce que c'est quelque chose d'encourageant? On sait que la pâte dissolvante, c'est peut-être pas le produit qui va sortir du nouveau Fortress. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur la table comme type de produit? Est-ce qu'on peut en dévoiler? Initialement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 400 millions d'investis dans cette usine-là pour faire de la pâte dissolvante. Une papetière, comme la Fortress à Thurso, c'est une usine que sa raison d'être, c'est de faire de la pâte. Que ce soit de la pâte Kraft, que ce soit de la pâte dissolvante, c'est une usine qui fait de la pâte. Fait que pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle fasse de la pâte, à mon avis. Puis pour pouvoir y arriver, on sait qu'avec le nouveau régime forestier qui a été mis en place en 2013, les coûts d'approvisionnement des usines ont explosé de 30 La problématique se situe à ce niveau-là. Fait qu'on travaille présentement à un comité de travail qui a été mis en place par le gouvernement du Québec, à savoir comment on est capable, de façon responsable, parce qu'il faut continuer à protéger nos forêts, c'est extrêmement important, puis le régime forestier le fait bien, ce côté-là. Mais comment on est capable de donner les outils nécessaires à ces usines-là, à l'industrie forestière, d'être capable de s'alimenter à un coût pour qu'ils soient compétitifs sur le marché mondial? Parce que c'est ça le nœud de la guerre. On s'entend que avec la pâte dissolvante, on est au-dessus du prix du marché présentement. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont intéressants et qui sont profitables? Bien, il y a tout le temps des sous-produits, mais initialement, il faut repartir cette usine-là avec sa base, qui est faire de la pâte. Si on veut changer complètement la vocation de l'usine, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est quelque chose qui va coûter énormément d'argent. Puis je pense que ce n'est pas une solution à court terme. Ça peut être une solution à long terme, mais à court terme, il faut repartir cette usine-là avec de la pâte. On veut partir cette usine-là. On avait à la fermeture autour de 325 employés, plus ou moins. Avec les projets qui sont sur la table présentement, est-ce qu'on parle de réengager les 325 ou c'est moins? Réengager les 325 employés, c'est extrêmement important pour nous. Puis c'est important aussi pour les gens, les investisseurs potentiellement intéressés. Là. Eux, c'est vraiment de faire travailler tous les gens qui étaient à l'intérieur de l'usine. Et on va avoir besoin des mêmes corps de métier, j'imagine? Absolument. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Il y a encore énormément de travail. Par contre, il faut être extrêmement positif dans ce dossier-là. Moi, là, ce que j'ai vécu en 2009, parce que j'étais là au conseil municipal en 2009, puis ce qu'on vit cette année, c'est complètement différent. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Il y a énormément de travail encore à faire, mais on ne peut pas dire que l'usine va ouvrir dans 1 semaine ou 2 semaines. Moi, je regarde plus pour dire qu'on va ouvrir l'usine vers l'automne prochain. C'est mon objectif. D'accord. Et avec on s'entend que les gens ont peut-être pas d'emploi encore et beaucoup sont sur le chômage. Est-ce que vous avez vu les impacts de cette perte économique-là à travers? Pas nécessairement encore. Je pense que la confiance des gens de la réouverture de l'usine fait en sorte que les gens continuent à vivre. Hein? Les services de proximité que les gens prenaient quand ils travaillaient, mais ils ont besoin de les prendre encore. On ne le ressent pas beaucoup, peut-être un petit peu au niveau de la restauration, mais à part ça, on ne le ressent pas. Et après, quand ça ouvre, est-ce qu'on peut espérer des mêmes salaires aussi qu'on avait à l'époque? Bien, ça, c'est difficile à répondre aujourd'hui, mais il faut. Une usine, quand on a des papetières en Outaouais, Fortress, c'est pas la seule. S'ils veulent avoir des employés, des cadres de métier, puis garder leurs employés, mais il faut être compétitif sur le marché. Ça veut dire que si un mécanicien qui travaille à Thurso ou qui travaille à la papetière à Gatineau, mais je pense que le salaire doit être comparable. Là. Est-ce qu'on avait
une pénurie de personnel à trouver des employés dans cette usine-là à Tursault? On est en rareté de main-d'œuvre un peu partout au Québec. On le vit chez nous à Tursault. C'est sûr qu'il y avait des postes non comblés. C'est certain qu'avec l'arrêt, il y a des travailleurs qui sont partis travailler dans d'autres usines. Mais je suis confiant que ces gens-là, quand on va réouvrir l'usine, avec des bases solides, avec une garantie que ça va fonctionner à long terme, je pense que ces gens-là vont revenir. Avez-vous une idée de la statistique un peu de combien de gens se sont replacés ailleurs? Il n'y a pas beaucoup. Je regarde sur le territoire de la ville de Tursault, il y a peut-être une dizaine de travailleurs là, qui se sont trouvés. C'est minime. Par contre, c'est important. Les gens veulent travailler. La vie coûte cher aujourd'hui. Les enfants allent à l'école, les enfants font du sport. C'est important de continuer à garder sa qualité de vie. Puis si les gens ont la possibilité de le faire en allant travailler ailleurs, c'est important de le faire. Puis on va travailler pour les revoir avec nous quand on va rouvrir. En tout cas, on souhaite un bel avenir pour Fortress. Est-ce qu'on peut penser justement à une signature prochaine? Est-ce qu'on est rendu à ce point-là? Il est encore trop tôt. Comme je disais tantôt, le gouvernement du Québec a mis une cellule de crise, un comité de travail. On se rencontre encore vendredi à Saint-Jovite dans ce dossier-là. Puis on doit déposer d'ici la fin mars au gouvernement des pistes de solutions pour pouvoir mettre en place les outils nécessaires pour la réouverture de l'usine. Puis on complète notre travail. Bien, merci beaucoup, M. Benoît Lauzon. Comme je le disais, on souhaite un bel avenir à Fortress. Et nous, on s'en va parler sport avec François Croteau. Bien, parlons sport maintenant avec François Croteau. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Des sujets cette semaine, on revient sur la Gatineau-Lepette. Il y a une belle performance des Québécois. Oui, effectivement. Francis Izquierdo-Bernier a terminé deuxième dans la course du 50 km. C'est un Montréalais d'origine. C'est quand même excellent comme performance. Très bien, oui. Il faut rappeler que le gagnant était Robin Duvillard, citoyen français. Lui, beau palmarès, il avait terminé 6e aux Jeux olympiques de Sochi. Alors, on voit là, que la Gatineau-Lepette, ça attire du calibre international et de bons skieurs. Du côté des femmes, c'est Olivia Bouffard-Nesbitt de Morin-Heights qui a remporté aussi l'épreuve de 50 km. Et il y a toujours un petit événement cocasse que les organisateurs aiment partager. Derek St. John, qui était un athlète qui faisait du vélo, lui a terminé 10e dans cette compétition-là. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il a commencé à skier dans le temps des fêtes. Oh! Oh! Alors, non, mais c'est quand même... C'est vrai. Une progression fulgurante. On peut dire 1 mois et demi. Alors, c'est sûr que le vélo puis le ski, ça a quand même des affinités, mais c'est un athlète. Encore faut-il. Hein? Oui. Puis aussi, l'organisation en a profité avec son programme Sentier des légendes. C'est un peu le temple de la renommée de la Gatineau-Lepette. On en a profité pour introniser 2 figures bien connues, soit Alex Harvey qui agissait à titre de président d'honneur et Louise Poirier qui a été pendant de nombreuses années impliquée avec la Gatineau-Lepette. Elle a été présidente du CA, a été impliquée dans divers rôles. Elle a même participé à des courses là, de la Gatineau-Lepette. Et fait cocasse, c'est qu'elle connaît très bien la famille Harvey parce qu'il avait déjà changé des couches à Alex. Alors, je pense que de se faire introniser avec Alex Harvey, ça doit être tout un honneur pour Mme Poirier et on la félicite pour ses nombreuses années. Comme on dit souvent, tout est dans tout. Oui. Donc, on parle de loisirs pour les personnes handicapées maintenant. Oui, il y a eu une espèce de colloque, table ronde, qui s'est tenu le 17 février dernier. C'est organisé conjointement par le Loisirs Sport Outaouais, le Centre Jean Bosco, l'Association des personnes handicapées de Papineau et également la Ville de Gatineau. Ce qu'on voulait, c'était faire des études sur les enjeux et développer des solutions pour pouvoir justement améliorer l'offre de service pour cette clientèle-là. Parce qu'on sait que les enjeux sont quand même difficiles, c'est pointu. Ça prend de l'accompagnement, l'accessibilité au site, ça prend du transport et ça prend aussi un encadrement. Donc, on a voulu réunir des partenaires pour essayer de dresser un état de situation et de voir ce qui pouvait être amélioré. Et on a aussi souligné qu'en région, les enjeux de transport et d'intégration sont extrêmement difficiles parce qu'ils sont loin
Et, Ils sont peu nombreux aussi. Sont moins nombreux. Et souvent, les municipalités imaginent qu'ils n'en ont pas, mais dans le fond, c'est parce que, étant donné qu'il n'y a pas de service, ben la personne ne se manifeste pas. Alors, tu sais, c'est un peu Offre-demande, oui, effectivement. Effectivement. On parle du Grand Prix cycliste de Gatineau qui a été sauvé là, à minuit moins une. Oui, oui. On attend le feu vert là, du côté de l'Union de cyclistes internationale, mais pour tout le reste, là, il semble qu'il va y avoir des courses cet été. C'est John Large qui est le nouveau promoteur local. Lui, il organise des courses cyclistes depuis plusieurs années. Alors, puis le nom va changer, même le tracé, ça va surtout se faire du côté du secteur Aylmer, dans le vieux Aylmer, et une partie aussi dans le parc de la Gatineau. On a changé le nom, ça va s'appeler le Tour Gatineau pour le côté masculin et Chrono féminin pour les dames. Et ça va être réalisé avec l'aide des West Quebec Wheelers qui vont assurer le support bénévole et la logistique. Ils sont en partenariat avec les fédérations québécoises et canadiennes de cyclistes et la ville de Gatineau. Pour cette année, il n'y aura pas de volet participatif, malheureusement, puisqu'ils sont comme en mode sauvetage. Et, note spéciale, il va y avoir un parcours en gravier de 1 km et de 800 mètres. Là, j'ai hâte de voir, moi, les cyclistes là-dedans. On sait que les pneus, c'est pas très large. Ouais, hein? En tout cas, ben, ça peut être spectaculaire. On verra bien. Oui, comme on dit, si on prend des débarques, ça peut être assez spectaculaire, Ouais. effectivement. On parlait de hockey maintenant avec Patrick Lasselle qui va diriger l'équipe du Collège universel. Oui, à Gatineau, c'est une nouvelle équipe qui va joindre la Ligue de hockey masculin U20. Attention, ce n'est pas le collégial 3A, mais c'est une ligue, c'est un peu comme un prep school. Okay. Alors, on sait que Patrick est bokinois d'origine. Il a été bien impliqué là, à différents niveaux, soit comme dépisteur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été aussi entraîneur à différents niveaux dans la Ligue junior 3A. Le format qui va être instauré, c'est 32 à 36 parties par année. Et on ne jouera jamais la semaine, donc on priorise quand même les études. Et il faut rappeler aussi que du côté du cégep de l'Outaouais, ils vont avoir une équipe, eux aussi, la saison prochaine, mais cette fois-ci dans la Ligue collégiale 3A. Et il y a des équipes qui se débarquent en tournoi aussi. Oui, effectivement. Si on regarde du côté de l'association de hockey mineur La Lièvre de Gatineau, il y a les Jets à Tombe C qui ont remporté le tournoi de Saint-André-Avelin, les Jets Midget A, celui de Trois-Rivières. Ça, c'est quand même un très gros tournoi. Et la Tombe 2B, celui de Cobden en Ontario. Et je rappelle rapidement que du 21 au 24 février, ici même du côté du centre sportif à Buckingham, c'est le tournoi VP. Et en fin de semaine également, c'est le grand tournoi Bantam du côté de Branche-Aubrière. Il y a de très bonnes équipes de ce côté-là. Et en terminant rapidement, on vient d'apprendre que la Ligue de hockey de junior majeur du Québec n'a pas statué encore sur le sort des bagarres. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va être à découvrir dans les prochains mois. Oui, il y a quelque chose qui va sortir de ça. On pourra y revenir, là, mais il n'y a pas eu de vote de prix. On a décidé de reporter ça, comme tu dis si bien, à cet été pendant les assemblées. Bien, merci François. Merci beaucoup de ta présence. On va continuer, nous, en loisirs. On reste un peu dans le sport avec Normand Veillette. La semaine de relâche s'en vient et ça peut devenir un casse-tête pour beaucoup de parents. Alors, on va parler des camps de jour d'hiver organisés par les municipalités avec notre invité, Normand Veillette de Loisirs Sport Outaouais. Comment ça va, Normand? Ça va très bien toi-même. Écoute, il y a un paquet de villes qui organisent des camps de jour d'hiver. On va commencer par Tursault maintenant. Ce qui est intéressant avec Tursault, premièrement, le coût, c'est de 80 $ pour la semaine. Les heures sont de 9 h à 16 h. Pour Tursault, on parle vraiment d'un camp de jour qui est... la programmation est en train de se dessiner. Ce qu'on est sûr et certain comme tel, c'est qu'il va y avoir des activités extérieures puis intérieures. Donc, c'est vraiment important pour les parents d'apporter deux types de vêtements, c'est-à-dire des vêtements chauds pour aller dehors, puis des vêtements avec des espadrilles un petit peu plus secs pour aller en dedans, parce que les activités vont se faire dans le gymnase. On parle au niveau de Tursault comme tel aussi de faire des activités sportives, mais créatives aussi au niveau de bricolage, un petit peu de musique, un petit peu de pièces de théâtre. Donc, c'est vraiment un camp de jour hybride, comme qu'on appelle. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Saint-André s'inspire un peu de la même façon.
Par contre, le petit hitch qui rajoute de plus, c'est le côté culinaire. Étant donné qu'au complexe Wissel, il y a une extrêmement grande cuisine qui fait en sorte qu'on a tous les instruments de cuisine pour faire de la popote, bien, il va y avoir ce côté-là qui rejoint davantage le deuxième cycle. On parle vraiment des 9 à 12 ans. L'autre chose aussi, c'est qu'ils vont avoir accès à l'aréna. Donc, ça fait permettre non seulement aux parents d'une initiative d'aller porter les enfants pour avoir des activités durant la semaine de relâche, mais faire connaître aussi les infrastructures sportives de chacune des municipalités dont lesquelles les jeunes en sont des utilisateurs. L'autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir accès aux équipements récréatifs extérieurs. Donc, on parle beaucoup à la patinoire extérieure. On va parler aussi d'aller faire de la raquette. Puis on va parler également aussi d'aller jouer dehors, construction de châteaux forts, construction d'igloo. Donc, on a un peu de patrimoine hivernal qui est mis comme tel dans les activités de Tursault puis également de Saint-André-à-Blainville. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement avec le volet culinaire, on parle de saines habitudes de vie. La cuisine passe directement par les saines habitudes de vie. Ça commence souvent là. Tout à fait. Puis l'avantage avec Saint-André et Tursault, c'est que tu n'es pas obligé d'être résident. Je regarde pour Saint-André-Avelin. Si tu es résident, c'est 75$ pour la semaine. Puis sinon, c'est 125$. Ah, c'est très bien. C'est des prix qui sont quand même relativement abordables pour la plupart des gens. Tout à fait. Une autre alternative qui est intéressante, c'est le camp de jour organisé par la Corporation des loisirs de Papineau. Elle va se déplacer du lundi au vendredi dans plusieurs municipalités. On parle, par exemple, à lundi à Chénéville de faire des activités extérieures dans le gymnase, d'aller mardi au Montagne-Noire à Ripon, d'aller à Saint-Émile de Suffolk pour faire du patin sous le dôme. On sait qu'il y a une patinoire couverte, vraiment intéressant, à faire un feu de camp à Saint-Émile. On parle à Chénéville d'aller faire du ski de fond, l'initiation au ski de fond. On sait que le ski de fond, c'est une des activités de plein air qui a le plus à demande du côté des enfants. Les enfants adorent faire du ski de fond, donc c'est une bonne façon d'aller s'initier. Puis à Montpellier, le vendredi comme tel, on parle d'aller sur le lac Roche, faire des excursions sur le lac en raquette. Donc, c'est vraiment un camp de jour de plein air. Puis je trouve que la petite nation, ça se prête à ça. Hein? On a beaucoup ça dans nous. Souvent, on essaie de le pratiquer en famille, mais on ne sait pas. Des fois, on a de la misère à initier nos enfants. Est-ce qu'on connaît l'équipement? Est-ce qu'on connaît les conditions gagnantes? L'avantage en camp de jour, c'est que les équipements sont fournis. Donc, les parents n'ont pas à fournir du matériel. Puis souvent, sont accompagnés avec des guides animateurs, eux autres qui ont les compétences pour, d'une part, initier les enfants, puis d'aller aussi dans les places, dans les infrastructures qui sont un petit peu plus accessibles au niveau des débutants puis l'initiation. Puis j'imagine qu'on va être avec des guides ou avec des gens qui s'y connaissent un peu pour... on n'est pas lancé comme ça dans la nature avec des raquettes et aller vous amuser. Non, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'un coup que les enfants goûtent au niveau de camp de jour, un coup qu'on goûte à l'initiation, on espère que les enfants vont vouloir apporter les parents après ça sur les mêmes infrastructures. Je regarde au niveau des montagnes noires, on parle de raquettes puis ski de fond. Il y a des glissades sur tube qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont faites en colimaçon glacée pour initier les plus jeunes. Et après ça, si tu veux un petit peu plus de hitch, tu t'en vas sur les luges norvégiennes, qui est un défi comme tel. On parle vraiment de grosses traînes sauvages qui est de 2 à 4 personnes. C'est sûr que, je dirais, la particularité, c'est oui de descendre, mais si on veut brûler les jeunes puis qu'ils écoutent après ça le reste du camp de jour, il faut qu'ils remontent la luge. Et on parle de combien de livres à peu près une luge comme ça, une luge norvégienne? On parle environ de 50 à 100 livres. Oh! Donc, il faut être au moins 2 personnes pour la tirer comme telle. L'avantage aussi par rapport à ça, je vais juste finir au Montagne Noire, c'est que quand on parle de ski de fond et raquettes, ils ont des sentiers pour intermédiaires, débutants puis experts. Donc, dépendamment de ta type de clientèle, les plus jeunes vont vouloir aller vers quelque chose de débutant, alors que les plus vieux vont peut-être vouloir aller quelque chose dans l'intermédiaire ou expert. Fait qu'on a de tout pour tout le monde. Eh bien, on va attendre cette programmation-là qui va sortir dans les la semaine prochaine qui va arriver. Merci beaucoup, Normand, d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre InfoMag. Merci d'avoir été là.